Bonjour à toutes et tous et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce premier webinaire compact de l'année 2025 en français et en direct depuis notre studio de Folketsville. Le sujet du jour, c'est l'obligation de signaler les cyberattaques. Bienvenue, je m'appelle Olivier Chotard, je suis responsable du développement commercial pour les activités informatiques de UMB. Et aujourd'hui, pour un sujet aussi sérieux et fondamental, j'ai la chance d'être accompagné de Pauline Meyer. Bonjour à toutes et à tous, merci Olivier. Donc, je m'appelle Pauline Meyer, je travaille actuellement au service juridique de l'état-major de l'Office fédéral de la cybersécurité, l'OFCS. Merci pour ta présence, merci pour ce que tu vas nous apporter. Effectivement, l'obligation de signaler les cyberattaques est le thème du jour et on passe tout de suite à l'agenda. J'aurai le plaisir de vous donner quelques mots d'introduction juste pour positionner le contexte un petit peu dans lequel s'inscrit cette obligation de signalement. Et ensuite, je laisserai la parole à Pauline pour véritablement rentrer dans le détail de cette obligation. Comment on déclare, qu'est-ce qu'on déclare et qui déclare, tout ça va être vu avec elle. Et puis ensuite, je reviendrai vers vous pour voir justement, une fois que le contexte aura été posé et que les détails auront été fournis, comment est-ce que UMB peut vous aider face à cette nouvelle obligation. Et si le temps le permet, en fin de webinaire, nous aurons des questions et réponses. N'hésitez pas, pendant le webinaire, à utiliser l'outil de chat pour poser vos questions. Nous avons un moniteur ici qui nous permet de les lire en direct. Certaines seront sélectionnées. N'ayez pas peur non plus. Si jamais on n'a pas le temps de toutes les aborder, nous répondrons par email pour ne laisser aucune question dans la nature. Pour commencer, bien sûr, donc, comme je l'ai dit, quelques mots de contexte. Et c'est un contexte qui est même plutôt anxiogène. Il n'y a pas une journée sans que la presse ne relate des cyberattaques qui se placent en Suisse et qui vont atteindre des victimes qui sont soit la population, soit les entreprises, ou en tout cas tous les acteurs économiques de notre belle fédération. Ces cyberattaques, aujourd'hui, ne font l'objet d'un signalement que sur une base volontaire. C'est-à-dire que si elles n'ont pas une résonance suffisante pour que la presse s'en empare, finalement, on est libre d'en parler ou de ne pas en parler. Le fait d'obliger ce signalement va permettre notamment à l'OFCS, typiquement, de pouvoir travailler sur ces cyberattaques, de pouvoir voir l'état de la menace, de voir comment est-ce qu'on peut s'en prémunir, et c'est fondamental. Et cette obligation, elle s'inscrit en fait dans un ensemble de régulations, de règlements. Certains vont être plutôt verticaux, on pense à la FINMA, qui, elle, va réguler la cybersécurité pour la partie financière. Et puis, vous avez un contexte qui est plutôt géopolitique, qui est assez conscient de ce qui se passe sur le monde de la cyberdéfense. Et puis là, vous allez avoir d'autres régulations, comme le RGPD, régulation pour les données personnelles. Vous avez le NIS2, le DORA pour la résilience opérationnelle, le Cyber Security Act ou le Cyber Resilience Act, qui vont aussi encadrer jusqu'aux composants électroniques qui aujourd'hui sont disponibles sur le marché dans n'importe quel appareil que l'on achète. Et au niveau de notre belle fédération, là aussi, on a un certain nombre de réglementations. Et puisque personne n'est censé ignorer la loi, vous avez la loi sur la protection des données, la nouvelle LPD, et la loi sur la sécurité de l'information, la LSI. Mais sans plus attendre, pour parler de cette obligation de signaler les cyberattaques, je vais laisser la parole et la télécommande à Pauline. Merci Pauline. Merci beaucoup Olivier pour cette introduction. Alors, sans plus attendre, on va entrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, quels sont les objectifs? Parce qu'on a du coup cette obligation de signaler les cyberattaques contre les infrastructures qui va bientôt entrer en vigueur. Et elle poursuit différents buts. Premièrement, il y a une volonté d'augmenter, d'améliorer la vue d'ensemble des cybermenaces qui est effectuée par l'Office fédéral de la cybersécurité, l'OFCS, parce que les signalements vont lui permettre de collecter davantage d'informations sur les cyberattaques en cours visant les infrastructures critiques en particulier. Cette obligation va aussi permettre un meilleur soutien aux exploitants d'infrastructures critiques parce que les autorités et organisations qui signalent conformément à leur obligation au droit au soutien de l'OFCS. Et l'OFCS va également alerter de manière précoce les victimes potentielles de ces cyberattaques. Et dans la mesure où on part d'infrastructures critiques, donc d'infrastructures qui sont essentielles au fonctionnement de la société, au fonctionnement de l'économie nationale, le fait d'améliorer leur cybersécurité va également permettre d'améliorer la cyber-résilience de la Suisse plus largement. Un troisième objectif qu'on peut voir, c'est celui de sécurité juridique et d'égalité. On assiste déjà depuis quelques années à un échange d'informations très efficace sur une base volontaire entre l'OFCS et les exploitants d'infrastructures critiques, mais certaines organisations préfèrent recueillir des informations plutôt qu'en partager, donc on sera sur un pied d'égalité.
Et finalement, cette obligation va s'inscrire dans un contexte international, comme a été déjà mentionné la directive NIS 2 ou SRI 2 en français. Il y a l'obligation au sein des États membres, des États de l'Union européenne, de mettre en œuvre une obligation de signaler un petit peu comparable, similaire à cette obligation en Suisse. Maintenant, si on parle plus de l'assise qu'a l'obligation de signaler cyberattaque en Suisse, elle a son assise politique au sein de la cyberstratégie nationale. C'est ce cadre stratégique politique qui vise à prendre les mesures nécessaires en Suisse pour améliorer la cybersécurité. Et son assise légale est dans la loi sur la sécurité de l'information, la LSI, et elle est concrétisée dans l'ordonnance sur la cybersécurité, l'OCIS. La LSI, pour sa part, est déjà en vigueur avec d'autres dispositions, mais la modification de la loi avec l'introduction de l'obligation de signaler n'est pas encore entrée en vigueur, de la même manière que l'ordonnance n'est pas encore entrée en vigueur. Tout ce paquet devrait entrer en vigueur en printemps 2025, donc ça arrive très rapidement. Maintenant, plus concrètement, qui est soumis à l'obligation? Quelles organisations? Quelles autorités? L'idée de base, c'est de s'inspirer des secteurs et sous-secteurs critiques qui existent en Suisse, qui figurent sur la slide, desquels font partie les autorités, l'énergie, les transports, l'alimentation, la santé, les finances, etc. Et en s'inspirant de ces secteurs et sous-secteurs critiques, la loi compte 19 secteurs qui sont concernés par l'obligation. Lorsque c'est possible, la loi renvoie aux définitions existantes au sein des lois sectorielles, par exemple pour les finances ou pour les hautes écoles. En revanche, parfois, ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de loi spécifique, par exemple pour les fournisseurs de services informatiques, où la loi précise les centres de calcul, les fabricants de certains logiciels, les services de sécurité numérique, etc. Dans la mesure où, quand on prend tous ces différents secteurs, on a une variété d'organisations et d'autorités très importantes, le Conseil fédéral a la possibilité d'exempter les organisations les moins importantes dans ce contexte, à savoir celles auprès desquelles une cyberattaque réussie n'aurait pas un impact majeur sur le fonctionnement de l'économie ou de la société. Donc, ces exceptions figurent dans l'ordonnance, elles vont figurer dans cette ordonnance. On a des exceptions spécifiques à certains secteurs, par exemple pour l'énergie ou les transports, et on a une exception générale pour les petites entreprises qui emploient moins de 50 personnes et qui, cumulativement, atteignent un chiffre d'affaires ou un bilan annuel de moins de 10 millions de francs. Donc là, c'est typiquement, si on prend par exemple le secteur de l'alimentation, on comprend que la Coop ou la Migros soit soumise à cette obligation de signaler. En revanche, ça a beaucoup moins de sens pour une petite épicerie de localité. À noter que les organisations peuvent demander à l'OFCS si elles sont soumises ou non à l'obligation de signaler, ce qui est déjà utilisé aujourd'hui. Maintenant, si vous êtes une organisation qui se reconnaît dans le champ d'application, qu'est-ce que vous devez signaler? Quand est-ce que vous devez signaler une cyberattaque? L'objectif ici est de signaler uniquement les cyberattaques les plus importantes. Il y a plusieurs catégories dans la loi et dans l'ordonnance. Typiquement, les attaques qui mettent en péril le fonctionnement de l'infrastructure critique. Et là, on va se poser les questions, est-ce que des collaborateurs ou des tiers sont impactés par des interruptions de système? Ou est-ce que j'ai besoin impérativement de plans d'urgence pour pouvoir continuer à fonctionner? Il y a également les attaques qui entraînent une manipulation, une fuite d'informations importante pour les affaires ou de données personnelles quand la violation de la sécurité des données est suffisamment importante pour qu'elles doivent être annoncées au sens de la LPD. Il faut aussi signaler les cyberattaques qui n'ont pas été détectées pendant une période prolongée, donc plus de 90 jours. C'est typiquement les cas d'espionnage ou alors les cas où on peut voir que en fait, il y a des indices qui nous montrent qu'une autre cyberattaque est en voie d'être préparée, ou finalement des attaques typiquement par rançongiciel ou ransomware qui s'accompagnent d'actes de chantage, de menaces ou de contraintes. Maintenant, en termes de modalités, si vous êtes une organisation soumise à l'obligation que vous êtes confronté, visée par une de ces cyberattaques, vous avez 24 heures dès la détection de la cyberattaque pour effectuer un signalement initial à l'OFCS. L'objectif à l'issue du signalement, c'est que l'OFCS puisse obtenir des informations sur l'autorité ou l'organisation, sur le type, l'exécution de la cyberattaque, sur ses effets, typiquement sur le fonctionnement de l'infrastructure critique, mais aussi sur la sécurité de l'information. Est-ce qu'on a une attaque DDoS qui compromet la disponibilité? Est-ce qu'on a une soustraction de données, etc. Et finalement, des informations sur les mesures en place. Donc, naturellement, toutes ces informations ne sont pas forcément à disposition au moment du signalement initial. C'est la raison pour laquelle on peut apporter les informations de manière échelonnée durant 14 jours, à l'issue desquels on va informer l'OFCS si on a toutes les informations ou non. En cas de non-conformité,
il y a quand même un processus qui se met en route. Si l'OFCS apprend qu'une cyberattaque aurait dû être signalée, il va attirer l'attention de l'infrastructure critique à ce sujet. Si l'infrastructure critique ne réagit pas, il va prononcer une décision avec la peine menace d'une amende. Et finalement, s'il n'y a toujours pas de conformité à l'obligation, l'OFCS va transmettre aux autorités de poursuite pénale avec une amende de 100 000 francs possible. Donc on voit que vraiment, il y a une volonté d'accompagner avec une sanction uniquement en tant qu'ultime recours. En pratique, 2 mots sur comment ça se passe. Il y a plusieurs manières, plusieurs canaux qui existent. On peut envoyer des mails protégés, sécurisés à l'OFCS, mais le moyen le plus rapide et le plus efficace, sécurisé, de procéder à ce signalement, c'est le formulaire sur le Cyber Security Hub, le CSH, sur lequel une inscription est nécessaire, mais qui ensuite nous permet de signaler avec toutes les informations qui sont précisées. Donc pour boucler un petit peu la boucle, on voit que cette obligation a un réel impact en termes de réaction, de gestion des cyberattaques, parce que l'OFCS vient soutenir et vient recommander des contre-mesures, mais il y a une portée aussi plus importante, plus large, en termes de prévention, parce qu'on a l'OFCS qui vient partager des informations, mettre à disposition des outils techniques, ainsi qu'encourager un échange d'informations plus sûr entre les exploitants d'infrastructures critiques. Voilà pour cette petite overview de cette obligation à venir, et je vais repasser la parole à Olivier. Merci infiniment, Pauline. Merci pour ton expertise, merci pour ta passion. Le sujet est effectivement passionnant, le sujet est sérieux. Et pour vous aider, en fait, UMB est là. Mais comment est-ce qu'on peut vous aider? Tout simplement avec nos experts. Vous connaissez peut-être déjà celui-ci, le UMB Business Advisor, qui représente, qui personnifie en fait le pôle de compétences consulting du UMB. Ce pôle de compétences est composé de CISO, qui sont aussi consultants UMB et qui peuvent vous accompagner dans le cadre de cette obligation ou plus largement dans le cadre d'une stratégie de cyberdéfense avec la mise en place d'un système de management, par exemple, de l'information et de la sécurité, à vous aider aussi à mettre en place des plans d'intervention en cas d'attaque, de mettre en place des plans de disaster recovery ou de vous assurer finalement que les rapports dont vous aurez besoin pour cette obligation de signalement soient aussi à disposition. Donc, la partie consulting de UMB est là aussi pour vous aider sur ce point-là. L'autre point, bien sûr, que vous connaissez peut-être déjà, c'est notre Cyber Defense Center, qui est véritablement un centre des opérations de cybersécurité, qui dispose de tout l'attirail, de tout l'armement pour pouvoir faire face aux attaques, pour vous alerter en cas d'attaque, pour pouvoir monitorer aussi votre infrastructure et pour aussi fournir ces informations sur les incidents de cybersécurité pour pouvoir aussi alimenter finalement ces rapports qui seront nécessaires pour l'obligation de signalement. Concrètement, tout ce qui a été partagé aujourd'hui, pour vous, ça signifie quoi? La première chose, c'est de votre côté, définir des responsabilités. Qui communique? Ça, c'est extrêmement important. Qui va être responsable en interne pour concaténer les informations et communiquer en cas de cyberattaque dans le cadre de cette obligation de signalement? Un point fondamental, ne restez pas seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire communiquer. La cyberdéfense, c'est un monde tribal qui nécessite une connaissance communautaire pour pouvoir travailler ensemble, que ce soit vous, que ce soit nous, UMB, ou nos camarades de jeu, ou que ce soit les éditeurs et les constructeurs du monde de la cyberdéfense. Tout le monde travaille ensemble pour s'assurer justement que la menace soit la plus réduite possible, qu'on puisse s'en prémunir et surtout qu'on puisse l'éradiquer le cas échéant. Donc ne restez pas seul, communiquer, c'est fondamental. Clarifier les définitions, c'est notamment sur la base de ce que Pauline vous a expliqué aujourd'hui. Qu'est-ce qui doit être déclaré? Comment est-ce qu'on déclare? Selon quel outillage? Donc les emails sécurisés ou le hub dont Pauline a parlé. Et préparer cette documentation. Alors la documentation, ça peut être quoi? Ça peut être bien sûr tout ce qu'on va concaténer qui va concerner l'obligation de signalement, mais ça peut être aussi un plan de procédure d'urgence, un plan de disaster recovery ou une stratégie de cyberdéfense qui va, elle, s'étaler dans le temps. Définir la communication, enfin. Qui communique à qui, comment? Rappelez-vous, c'est le plus important. On va être face à une obligation de signalement, potentiellement avec des sanctions à la clé. Donc, n'hésitez pas à tout bien préparer à l'avance.
Avant de passer aux questions-réponses, je vous invite à flasher ce QR code qui apparaît sur votre écran. C'est là que vous pourrez nous trouver sur LinkedIn. On poste souvent sur ce réseau social. On poste notamment, et si ça vous a plu aujourd'hui, les prochains webinaires. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et utiliser les différents liens. Beaucoup d'informations aussi sur les activités informatiques de UMB. Donc, n'hésitez pas à flasher ce QR code. Quelques questions nous sont arrivées, donc j'invite Pauline à me rejoindre à nouveau, puisqu'elle aura plus de réponses que moi. Et notamment une question qui est arrivée pendant la présentation. Je crois que tu y as répondu juste le slide d'après, mais important. Dans les cibles, finalement, de cette obligation, est-ce que l'hôpital public est soumis à l'obligation de signaler? Alors, de manière générale, quand on se pose la question de est-ce qu'on est une organisation, une autorité soumise à l'obligation de signaler cyberattaque, on peut aller se référer. Il y a vraiment une liste à l'article 74B de la loi de la LSI, avec ensuite des exceptions au sein de l'ordonnance sur la cybersécurité. Donc, on a une lettre par différents secteurs, donc c'est quelque chose qui est posé de manière assez clarifiée. En ce qui concerne les hôpitaux publics, la loi renvoie aux listes cantonales sur lesquelles sont enregistrés les hôpitaux, pour ceux qui sont soumis à l'obligation de signaler. Merci. Une autre question qui est assez intéressante finalement, puisque les infrastructures, notamment les infrastructures critiques, font aussi appel parfois à des prestataires informatiques, tels qu'UMB ou d'autres. Est-ce que le prestataire, lui aussi, est soumis, en cas de détection, est-ce qu'il est aussi soumis à cette régulation, à cette obligation? Alors, merci pour la question. Il y a plusieurs aspects autour de cette notion de prestataire informatique et du rôle qu'ils peuvent revêtir. Certains prestataires informatiques vont être soumis à l'obligation de façon indépendante, donc pas en lien avec leur clientèle, mais vraiment en lien avec leur système. Et ça, de nouveau, je vous renverrai à la loi et à la liste qui est prévue. En revanche, en tant que prestataire informatique pour des infrastructures critiques, là, on a un rôle qui est différent. Donc, c'est l'infrastructure critique en tant que telle qui est responsable de se conformer à son obligation. Mais ce qu'on va voir dans l'ordonnance sur la cybersécurité, ce qui est prévu, c'est que les fournisseurs de prestations de cybersécurité peuvent être enregistrés par les infrastructures critiques. Et ensuite, qui signale quoi, comment, va être organisé d'entente entre la cliente et la prestataire pour pouvoir transmettre les signalements à l'OFCS. Merci. Une question très intéressante sur la communication. On a dit que c'était important de signaler, on a dit que c'était important de ne pas rester seul, de communiquer. Cependant, si je, en tant qu'entreprise, signale un événement, est-ce qu'il y a un risque que ça se retrouve dans la presse? Alors, non. L'objectif de cette obligation de signaler, c'est vraiment d'apporter un soutien aux infrastructures critiques, d'avoir une vue d'ensemble des cybermenaces pour l'OFCS et également d'alerter de manière précoce les victimes potentielles. Donc là, ce qu'on va chercher avec cette obligation, c'est vraiment un aspect de protection. Les transmissions à des tiers sont vraiment limitées à des conditions très strictes dans la loi et cela sort des objectifs. Il y a également divers garde-fous dans la loi pour permettre une transmission d'un signalement sécurisé pour les infrastructures critiques. Merci Pauline. Une question qui vient tout juste d'arriver. Est-ce que les incidents de type ingénierie sociale font partie de ceux qui doivent être signalés? Alors, pas nécessairement. Ça va être plus important de savoir qu'est-ce qui découle de cela. Maintenant, ce qui est plus entendu par ces cyberattaques, en fait, c'est finalement de se référer, est-ce que suite à ça, l'infrastructure critique a été mise en péril? Est-ce que suite à ça, il y a eu des fuites d'informations importantes pour les affaires, une violation de la sécurité des données? Est-ce que l'attaque est vue comme indétectée, mais uniquement dans ces cas-là, si elle a un impact plus important que seulement l'ingénierie sociale? Donc, on est quand même, en tant que telle, l'ingénierie sociale est très présente et un gros risque pour les entreprises. Ce n'est pas forcément l'accent sur lequel cette obligation de signaler est mise. En revanche, selon les conséquences que ça implique, effectivement, c'est quelque chose à considérer pour les organisations. Donc plutôt le vecteur que l'attaque. Oui. D'accord. Si je ne dispose pas encore de toutes les informations, mais que je détecte une cyberattaque, est-ce que je dois quand même déjà, dans les 24 heures, la présenter, la signaler? Oui, alors tout à fait. Du moment où on détecte une cyberattaque, on a ce signalement initial dans les 24 heures.
Et si on n'a pas toutes les informations, ce n'est pas du tout un problème. On a déjà l'information typiquement sur l'organisation et la personne qui est auteur du signalement. Donc on peut déjà transmettre ces informations. Et ensuite, on aura 14 jours pour amener plus d'informations. Et pendant ce temps, on peut également déjà bénéficier du soutien de l'OFCS qui peut nous faciliter la tâche pour trouver des informations. Je rebondis sur ces 24 heures, puisqu'il y avait la question qui a été posée. Est-ce que ces 24 heures comprennent aussi la période de levée de doute? Alors, d'un point de vue juridique, cette question est toujours assez complexe en termes de délai. Il y a certainement des moments où la détection se fait de manière très claire. Ensuite, la situation n'est pas prévue dans la loi au niveau de la détection d'un événement, par exemple, mais il faudrait vraiment qu'on soit dans un incident malveillant pour que le délai de 24 heures commence. Après, dans le doute, c'est préférable de signaler pour pouvoir ensuite essayer de comprendre ce qui se passe. Une question qui vient d'arriver que je vais étendre. Quand est planifiée l'entrée en vigueur de la LSI? Et je rajoute du coup, quand est-ce qu'on sait quand cette obligation de signaler les cyberattaques va être également mise en œuvre? Alors, on sait pour le moment qu'elle devrait entrer en vigueur en printemps 2025. La décision sur l'entrée en vigueur devrait arriver tout rapidement. La LSI ou de l'obligation, ouais. D'accord. Ok. Bon, bah, la dernière question est celle que je viens également de poser. Donc, désolé, on a déjà répondu en avance. Merci infiniment pour votre attention. On arrive au bout de ce webinaire. Merci, Pauline, pour cette passion, pour cette expertise, pour tous ces échanges d'informations. Merci d'avoir fait le chemin jusqu'à Folquetteville aussi. Merci à tous de nous avoir rejoints nombreux aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. De futurs webinaires seront prévus. N'hésitez pas, suivez-nous sur notre newsletter, encore une fois sur LinkedIn. Et si jamais vous avez besoin d'entrer en contact avec Pauline ou moi directement, nos coordonnées e-mail s'affichent à présent sur l'écran. Il nous reste à vous souhaiter une excellente journée. Merci beaucoup, Pauline. Merci pour l'invitation et très bonne journée à tous. Merci.